Quand un Bigfoot m'a conduit à une grotte contenant les affaires de 12 enfants disparus à l'été 1974, j'ai compris que ces créatures n'étaient pas les monstres que nous pensions. Ils essayaient de nous aider, d'essayer de protéger les plus vulnérables d'entre nous des véritables prédateurs qui marchaient sur deux jambes et portaient des visages humains. Ce que j'ai découvert dans ces bois a changé tout ce que je croyais sur les disparitions qui avaient hanté notre communauté pendant des années et m'a forcé à reconsidérer tout ce que je pensais savoir sur le monde naturel et notre place en son sein. Je m'appelle Robert Mitchell. J'ai 57 ans maintenant. Je suis à la retraite et je vis tranquillement dans une petite cabane près d'Arcata, en Californie. Mais en 1974, j'étais coordinateur des recherches et secours pour le comté de Humboldt, dans le nord de la Californie, pendant l'une des périodes les plus sombres et les plus terrifiantes de l'histoire de notre État. Pendant des décennies, j'ai gardé le silence sur ce qui s'est réellement passé cet été-là, lié par un mélange de pression officielle, de peur personnelle et de la connaissance que certaines vérités sont trop étranges pour que le monde les accepte. Mais il est temps que la vérité éclate, car ces enfants méritent que leur vraie histoire soit racontée. Et ces créatures méritent d'être rappelées pour ce qu'elles étaient vraiment, des héros sous une forme que nous n'aurions jamais imaginée. L'été 1974 devait être comme tous les autres dans le comté de Humboldt, en Californie, ce coin reculé du nord-ouest de l'État où l'océan Pacifique s'écrase contre un littoral accidenté et où d'anciennes forêts de séquoias s'étendent à perte de vue. Les séquoias de notre région sont les arbres les plus hauts de la Terre, certains atteignant plus de 300 pieds de haut et plus de 2000 ans, survivants d'une époque où leur espèce couvrait une grande partie de l'hémisphère nord. Les touristes affluaient du monde entier pour voir ces géants, pour marcher parmi des arbres qui avaient été des jeunes pousses à la chute de Rome, pour se sentir petits et temporaires face à quelque chose d'aussi vaste et durable. Les habitants vaquaient à leurs occupations dans les petites villes forestières dispersées dans la région. Des endroits comme Arcata, Eureka, Auric, Trinidad, des villes qui avaient grandi aux côtés de l'industrie du bois et en dépendaient pour leur survie. C'était un coin tranquille de l'Amérique, loin des grandes villes, loin de la violence et du chaos qui semblaient dominer les informations dans ces années post-Vietnam, post-Watergate. Nous pensions être en sécurité ici, isolés par la distance et le grand mur d'arbres qui nous entourait. Mais cet été-là est devenu un cauchemar que notre communauté n'oublierait jamais, une descente dans la peur et la paranoïa qui nous changerait tous à jamais. Tout a commencé le 3 juin 1974, un jour qui a débuté comme n'importe quelle autre journée d'été parfaite dans le nord de la Californie. Jenny Patterson, âgée de 8 ans, a disparu du camping de sa famille dans le Prairie Creek Redwoods State Park, l'une des zones de camping les plus populaires de notre région, connue pour ses magnifiques bosquets de séquoias anciens et son accès facile aux sentiers de randonnée. Les Patterson venaient de Sacramento, une famille de classe moyenne profitant de leurs vacances annuelles de camping d'été, le genre de vacances familiales saines qui définissait le rêve américain à l'époque. Le père de Jenny travaillait comme comptable, sa mère était femme au foyer et ils avaient 3 enfants. Jenny étant la plus jeune et à tous égards la plus aventureuse, toujours désireuse d'explorer et de découvrir. Cet après-midi-là, la famille préparait le dîner à leur emplacement de camping désigné, l'un des sites aménagés avec une table de pique-nique, un foyer et un coffre à nourriture anti-ours. Ils faisaient cuire des hamburgers sur un grill portable, l'odeur du charbon de bois et de la viande se mêlant à l'odeur de pin et d'écorce de séquoia. Jenny et son frère Danny, âgés de 10 ans, jouaient près de la tente, bien en vue de leurs parents, à pas plus de 30 pieds de distance. Ils construisaient une cabane avec des branches tombées et des fougères, le genre de jeu innocent en forêt auquel les enfants s'adonnaient depuis des générations dans ces bois. Leur mère, Suzanne, s'est retournée pendant peut-être 2 minutes,
peut-être moins, pour attraper quelque chose dans leur break qui était garé à 20 pieds derrière le camping. Quand elle a regardé à nouveau là où les enfants jouaient, Jenny avait disparu. Danny a dit que sa sœur était là un instant, accroupie en arrangeant des branches pour leur cabane, lui parlant de ce qu'il devrait utiliser pour le toit, puis il s'est détourné pendant quelques secondes pour attraper une autre branche dans un tas voisin. Quand il a regardé en arrière, elle n'était tout simplement plus là. Pas de cris, pas de lutte, pas de bruit du tout, pas même le bruissement d'un mouvement dans le sous-bois. Juste partie, comme si elle avait été arrachée à l'existence par une main invisible. Il a appelé son nom, pensant qu'elle jouait à cache-cache, mais n'a obtenu aucune réponse. Il a vérifié derrière les arbres et les buissons voisins, s'attendant à ce qu'elle sorte en riant de l'avoir trompée, mais elle n'était nulle part. C'est là qu'il a couru chercher ses parents, et c'est là que le cauchemar a commencé. Les recherches ont commencé immédiatement, avec le genre de chaos organisé que seul un enfant disparu peut générer. En tant que coordinateur des recherches et secours local, poste que j'occupais depuis 7 ans à l'époque, j'ai reçu l'appel à 15h15 de l'après-midi. À 16h, j'étais au camping, interrogeant les parents désemparés et organisant les équipes de recherche. À 17h, j'avais rassemblé tous les volontaires disponibles dans un rayon de 50 miles. Nous avions 70 personnes fouillant cette forêt à la tombée de la nuit, et d'autres arrivant chaque heure au fur et à mesure que la nouvelle se propageait dans la communauté. Des gardes des parcs nationaux et d'État, des policiers de toutes les juridictions du comté, des pompiers volontaires sachant prodiguer les premiers secours et survivre en milieu sauvage, des randonneurs expérimentés qui avaient passé des années à explorer ces sentiers, même des bûcherons locaux qui connaissaient ces bois mieux que quiconque, des hommes qui avaient travaillé dans l'industrie du bois pendant des décennies et qui pouvaient naviguer dans le sous-bois le plus dense, les yeux fermés. Nous nous sommes organisés en schéma de recherche par grille, chaque équipe se voyant attribuer une zone spécifique à fouiller méthodiquement. Nous avions des chiens de recherche, des bergers allemands dressés à suivre l'odeur humaine, leurs maîtres vétérans de dizaines de recherches réussies. Nous avons apporté des projecteurs portables alimentés par des générateurs, transformant la nuit en jour sur des hectares de forêt. Le son des gens, appelant le nom de Jenny, a résonné à travers les séquoias pendant des heures. Des voix désespérées rebondissant sur ces troncs massifs, créant un chœur étrange qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Nous n'avons rien trouvé. Pas une empreinte dans la terre molle près du camping, malgré des conditions parfaites pour le pistage. Pas un morceau de vêtement déchiré accroché aux branches, bien que le sous-bois soit suffisamment dense pour que quiconque s'y déplaçant rapidement laisse inévitablement des traces. Pas une seule trace de Jenny Patterson nulle part. C'était comme si elle s'était simplement évaporée dans les séquoias anciens, dissoute en brume et filtrée à travers la canopée au-dessus. Les chiens de recherche, normalement fiables au point d'être presque infaillibles, ont perdu son odeur complètement à 30 yards du camping, comme si elle avait été ramassée et emportée par les airs. Nous avons cherché pendant 3 jours d'affilée, élargissant le rayon chaque jour. Couvrant plus de 15 miles carrés de nature sauvage, nous n'avons rien trouvé. Finalement, nous avons dû réduire l'effort, bien que nous n'ayons jamais officiellement clos l'affaire. Jenny Patterson avait disparu sans laisser de traces, et ses parents dévastés ont dû retourner à Sacramento sans leur fille, sans réponse, sans clôture, portant un chagrin qui ne guérirait jamais complètement. 2 semaines plus tard, le 17 juin, c'est arrivé à nouveau, et cette fois, j'ai su que nous avions affaire à quelque chose de bien pire qu'un tragique accident ou qu'un enfant qui s'était simplement perdu. Marcus Duca, âgé de 12 ans, a disparu lors d'un voyage de camping scout près d'Oric, une petite ville forestière à environ 20 miles au nord de l'endroit où Jenny avait disparu. Marcus était avec la troupe 147 d'Eureka, un groupe de 16 garçons et 4 chefs adultes, lors de ce qui aurait dû être un camping de fin de semaine de routine, le genre d'expérience éducative en plein air que les scouts faisaient en toute sécurité depuis des décennies. Il était parti chercher du bois de chauffage avec 3 autres scouts
est resté à portée de voix du camp et n'est jamais revenu. Les autres garçons ont dit avoir entendu Marcus crier qu'il avait trouvé une bonne branche tombée. Puis, le silence. Quand ils sont allés le voir 30 secondes plus tard, il avait disparu. La branche qu'il avait mentionnée gisait au sol, mais Marcus avait disparu. À la fin juillet, 5 enfants avaient disparu de divers endroits dans les forêts du comté de Humboldt, tous âgés de 7 à 13 ans. Tous enlevés en plein jour ou en début de soirée. Tous sans témoin, sans bruit de lutte, sans aucune preuve laissée derrière. Le FBI s'est impliqué. La police d'État a inondé la région. Des équipes de télévision de San Francisco et de Los Angeles ont descendu sur nos villes paisibles. Les parents ont arrêté de laisser leurs enfants jouer dehors. Les campings se sont vidés. Le tourisme a disparu du jour au lendemain et un sombre nuage de peur s'est abattu sur le nord de la Californie comme le brouillard arrivant du Pacifique. Je travaillais 20 heures par jour à coordonner les équipes de recherche, à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, à interroger des témoins qui n'avaient rien d'utile à nous dire. La pression était écrasante. Chaque jour, sans réponse, chaque recherche qui se soldait par un échec ressemblait à un échec personnel. Ma femme Margaret m'a à peine vu cet été-là. Quand je rentrais à notre petite maison à Arcata, je m'effondrais au lit pendant quelques heures avant de repartir. Elle me laissait du café et des sandwichs, se plaignant rarement, comprenant le poids que je portais. Les théories se multipliaient. Un prédateur en série, disaient les gens. Un réseau de kidnapping, des activités sectaires. Il y avait des rumeurs de communes cachées au plus profond des forêts. Certaines personnes suggéraient même que les enfants s'étaient perdus et étaient morts d'exposition, bien que cela n'explique pas le manque total de preuves. J'ai aussi entendu les théories sur le Bigfoot. Bien sûr, le nord de la Californie était le pays du Sasquatch, et il y avait toujours des locaux qui blâmaient la créature légendaire pour chaque événement étrange. La plupart du temps, je rejetais ces discours comme du folklore et de la superstition. J'avais travaillé dans ces forêts pendant 15 ans et je n'avais jamais rien vu qui me convainque que le Bigfoot était réel. Cela a changé le 12 août 1974. Nous venions de recevoir le signalement d'un autre enfant disparu. Emma Rodriguez, 9 ans, avait disparu d'une aire de pique-nique familiale près de la rivière Klamath. C'était la 6e disparition en un peu plus de 2 mois et la communauté atteignait son point de rupture. Des civils armés organisaient leurs propres équipes de recherche. On parlait de justice vigilante contre quiconque semblait suspect. La situation dégénérait. Je dirigeais une équipe de recherche profondément dans la forêt à l'est de l'endroit où Emma avait disparu. Avec moi se trouvaient 4 chercheurs expérimentés. Bill Kowalski, un bûcheron dans la quarantaine qui avait vécu à Humboldt toute sa vie, Sarah Chen, une garde forestière dans la trentaine dotée de compétences exceptionnelles en pistage. Pete Morrison, un marine à la retraite dans la cinquantaine qui faisait du bénévolat pour les recherches et secours, et Linda Hayes, une enseignante locale dans la vingtaine qui connaissait la région pour y avoir fait de la randonnée pendant des années. Nous cherchions depuis des heures, nous déplaçant en quadrillage à travers une forêt dense, appelant le nom d'Emma, cherchant le moindre signe d'elle. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les séquoias imposants, donnant une qualité presque onirique à la lumière. Mais il n'y avait rien d'onirique dans notre mission. « Robert, par ici !» a appelé Sarah. Elle était à une trentaine de yards à ma gauche, accroupie près de la base d'un séquoia massif. « J'ai quelque chose. » Mon cœur s'est emballé alors que nous convergions tous vers sa position. Elle examinait le sol, ses yeux entraînés repérant des détails que le reste d'entre nous aurait manqué. « Des empreintes », a-t-elle dit, pointant des dépressions dans la terre molle. « Mais elles sont étranges. Trop grandes pour un enfant, mais le schéma de mouvement suggère quelqu'un portant quelque chose de lourd. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, examinant les empreintes. Elles étaient en effet inhabituelles, plus larges que des empreintes humaines normales et plus profondes d'un côté,
comme si celui qui les avait faites portait un poids de manière inégale. Elles menaient plus profondément dans la forêt, loin de tout sentier établi. « Ça pourrait être notre homme », a dit Pete d'un ton sombre. Sa main se déplaçant instinctivement vers le couteau de chasse à sa ceinture, il pourrait porter Emma. « On suit prudemment », ai-je dit, sortant ma radio. « Bill, appelle ça à la base. Donne-leur nos coordonnées. Dis-leur que nous suivons ce qui pourrait être une piste, mais qu'il nous faut du renfort. » Bill a sorti son talkie-walkie, pendant que le reste d'entre nous commençait à suivre la piste. Les empreintes nous ont menés à travers un sous-bois de plus en plus dense dans une partie de la forêt qui voyait clairement peu de passages humains. La canopée au-dessus s'épaississait, réduisant la lumière du soleil à une faible lueur verte. Nous avons marché pendant environ 20 minutes, lentement, prudemment, essayant de rester silencieux tout en appelant périodiquement le nom d'Emma. Puis Sarah s'est arrêtée brusquement, levant la main pour faire signe de se taire. Nous nous sommes tous figés. « Écoutez », a-t-elle murmuré. Au début, je n'ai entendu que les bruits habituels de la forêt. Des oiseaux, le bruissement du vent dans les branches, le son lointain de l'eau, puis je l'ai entendu. Une voix d'enfant, faible mais indubitable, quelque part devant nous. « Emma !» ai-je appelé. « Emma Rodriguez, tu m'entends ?» La voix s'est arrêtée, puis elle est revenue, plus claire cette fois. « Au secours! Quelqu'un au secours !» Nous avons avancé plus vite maintenant, la prudence cédant la place à l'urgence. La voix venait de quelque part devant, au-delà d'un épais parterre de fougères et de buissons de baies. Nous avons traversé, des branches nous éraflant le visage et les bras, et nous avons fait irruption dans une petite clairière. Ce que nous avons vu nous a tous fait nous arrêter net, figés dans un moment qui allait se rejouer dans mon esprit pour le reste de ma vie. Emma Rodriguez était assise contre le tronc d'un séquoia tombé, ses vêtements sales et déchirés, son visage strié de larmes et de terre, ses cheveux emmêlés de feuilles et de petites brindilles. Mais elle était vivante, elle était consciente, ses yeux étaient ouverts et alertes. Elle allait bien, ou du moins, elle semblait physiquement indemne. Le soulagement m'a envahi si puissamment que j'ai failli me laisser tomber à genoux. Mais ce soulagement n'a duré qu'une fraction de seconde avant d'être remplacé par quelque chose d'entièrement différent. Parce que ce n'est pas ça qui nous a fait nous figer. Ce qui nous a fait nous figer, ce qui m'a coupé le souffle et a fait que mon cœur a semblé s'arrêter de battre dans ma poitrine, c'est ce qui se tenait entre nous et Emma, positionné protecteur devant la petite fille, comme un gardien ou un sentinelle. Il était facilement 8 pieds de haut, peut-être plus près de 8 pieds et demi, nous dominant d'une présence à la fois terrifiante et étrangement majestueuse. Il était couvert de la tête aux pieds de poils roux brun foncé, longs et hirsutes, de la couleur de la vieille rouille ou du sang séché, le genre de poils qui semblait absorber la faible lumière de la forêt plutôt que de la réfléchir. Les poils étaient plus épais sur les épaules et le dos, plus fins sur le visage et la poitrine, où je pouvais apercevoir des indices de peau sombre en dessous. Les épaules étaient massives, plus larges que celles d'un humain, descendant vers des bras disproportionnellement longs, tombant au-delà de ce que seraient les genoux, des bras faits pour grimper, tirer et porter un poids énorme. Les mains au bout de ces bras étaient énormes, facilement 2 fois la taille des miennes, avec des doigts épais et ce qui ressemblait à des ongles ou des griffes sombres. Les jambes étaient plus courtes proportionnellement au corps que celles d'un humain, puissamment musclées, faites pour se déplacer sur un terrain accidenté et grimper des pentes raides. Les pieds, partiellement visibles sous les poils, semblaient massifs et plats, parfaitement adaptés pour répartir le poids sur le sol forestier meuble. Mais c'est le visage qui a retenu mon attention, le visage qui a rendu cela indéniablement réel et indéniablement quelque chose d'autre que tout animal connu. Le visage était simultanément humain et totalement étranger, existant dans une vallée déconcertante, entre le familier et l'impossible. La tête était quelque peu conique, s'inclinant vers l'arrière depuis un front lourd et prononcé qui saillait au-dessus d'yeux enfoncés.
Les yeux eux-mêmes étaient sombres, presque noirs, mais clairement intelligents, clairement conscients, nous regardant avec une expression que je ne pouvais décrire que comme une évaluation prudente. Le nez était plat et large, les narines grandes et légèrement dilatées à chaque respiration. La mâchoire était massive, prognate, plus saillante qu'un humain, mais moins qu'un gorille. Quand la créature respirait, je pouvais voir sa poitrine monter et descendre, entendre le son de l'air passant par ses grandes narines, voir la légère condensation de la respiration dans l'air frais de la forêt. Ce n'était pas une légende, ce n'était pas une ombre ou un ours mal identifié. C'était une créature vivante et respirante, se tenant à 15 pieds devant moi, aussi réelle que les arbres autour de nous. Derrière moi, j'ai entendu Linda halter, une inspiration rapide, suivie de ce qui aurait pu être le début d'un cri qu'elle a réussi à étouffer. La main de Pete s'est instantanément portée sur le couteau de chasse à sa ceinture, son entraînement militaire prenant le dessus, prêt à nous défendre contre une menace. Bill a murmuré quelque chose sous sa respiration qui ressemblait à une prière, son visage devenu pâle sous son bronzage de bûcheron. Sarah est restée figée, ses compétences en pistage et son entraînement de garde forestière soudainement complètement inutiles face à quelque chose qui, selon tous les manuels scientifiques, n'existait pas et n'avait jamais existé. « Personne ne bouge », ai-je dit calmement, bien que mon propre cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre ma propre voix. « Restez calme ». La créature n'a pas bougé. Elle est restée là, nous regardant, nous évaluant, et puis elle a fait quelque chose qui a tout changé. Elle s'est écartée. Délibérément, prudemment, elle s'est déplacée sur le côté, ne bloquant plus notre chemin vers Emma, et elle m'a regardé directement, avec des yeux qui détenaient une intelligence indubitable, puis elle a fait un geste, un mouvement étonnamment humain, vers Emma. « Va la voir », disait ce geste. Elle a besoin de toi. Ça va, ai-je dit à mon équipe, bien que je n'ai aucune idée si ça allait. Je vais chercher Emma. J'ai avancé lentement, en gardant mes mains visibles, essayant de projeter le calme malgré l'adrénaline qui coulait dans mon système. La créature m'a regardé, mais n'a pas bougé, n'a pas menacé. Alors que j'atteignais Emma et que je m'agenouillais à côté d'elle, la vérifiant pour blessure, je pouvais sentir ses yeux intelligents sur moi. « Es-tu blessée ?» ai-je demandé doucement à Emma. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. J'avais tellement peur, je me suis perdu et je n'arrivais pas à retrouver le chemin du retour, et puis il m'a trouvé. « Il ?» ai-je demandé. Elle a pointé la créature. Il m'a amené ici. Il m'a donné des baies à manger. Il m'a gardé en sécurité. J'ai levé les yeux vers l'être massif. De près, je pouvais voir les détails. La façon dont sa poitrine montait et descendait avec la respiration. Les callosités sur ses mains. L'usure de ses dents, visible quand il ouvrait légèrement la bouche, les cicatrices d'une vie dans la nature. Ce n'était pas une légende, c'était une créature vivante et respirante, et elle avait protégé un enfant perdu. La créature a fait un son bas, pas tout à fait un grognement, plutôt un grondement de vocalisation. Puis elle s'est tournée et a de nouveau fait un geste, cette fois vers la forêt. Elle voulait que nous suivions. « Robert », a dit Pete derrière moi, « il faut sortir Emma d'ici et appeler du renfort. » « Non, ai-je dit, me surprenant moi-même. On suit. »« Tu es fou ?» a demandé Bill. « Cette chose vient de sauver la vie d'une petite fille, ai-je dit. Et elle veut nous montrer quelque chose. On suit. » La créature nous a menés plus profondément dans la forêt, se déplaçant avec une grâce surprenante pour quelque chose d'aussi massif et puissant. Malgré sa taille et son volume, elle se déplaçait dans le sous-bois dense, presque silencieusement, dérangeant à peine les fougères et les branches sur lesquelles nous trébuchions maladroitement dans nos bottes de randonnée. Elle s'arrêtait occasionnellement, se retournant pour nous regarder avec ses yeux sombres et intelligents, attendant patiemment que nous la rattrapions, s'assurant que nous suivions toujours,
que nous ne nous étions pas perdus ou attardés. Emma tenait ma main fermement, n'ayant plus peur maintenant qu'elle était avec nous, maintenant qu'elle était entourée de visages humains familiers. Mais elle regardait la créature périodiquement avec une expression qui ressemblait presque à de l'affection, ou du moins à de la confiance, comme un enfant pourrait regarder un grand frère ou un parent protecteur. Après environ 15 minutes de randonnée à travers un terrain de plus en plus reculé, suivant des pistes de gibier qui n'avaient probablement pas vu de passage humain depuis des années, serpentant autour de troncs d'arbres tombés couverts de mousse et de champignons, traversant de petits ruisseaux qui s'écoulaient de plus hautes altitudes, nous sommes arrivés au pied d'une pente rocheuse abrupte qui s'élevait brusquement du sol de la forêt, d'une ancienne pierre volcanique recouverte de lichens et de touffes de fougères poussant dans les fissures et les crevasses. Là, partiellement caché par un rideau de fougères et de mousse qui tombait comme un écran naturel, dissimulé à la vue de tous par des branches stratégiquement placées qui semblaient avoir été arrangées délibérément, se trouvait l'entrée d'une grotte. L'ouverture mesurait environ 4 pieds de haut et 6 pieds de large, de forme irrégulière, menant dans l'obscurité. La créature s'est arrêtée à plusieurs yards de l'entrée de la grotte et a pointé avec un bras massif, ce geste étonnamment humain à nouveau, puis elle m'a regardé directement, ses yeux sombres rencontrant les miens, et a fait à nouveau ce son grondant, plus profond cette fois, plus insistant. « Entrez !» semblait-elle dire. « Regardez ce qu'il y a. Voyez ce que j'essaie de vous montrer. » J'ai sorti ma lampe de poche, tout comme les autres. Mes mains tremblaient légèrement alors que je l'allumais, le faisceau traversant la faible lumière de la forêt et illuminant l'entrée de la grotte. Sarah est entrée la première, son entraînement l'emportant sur sa peur, sa lampe de poche balayant les murs et le plafond de la grotte, vérifiant les dangers, la roche instable, les animaux qui pourraient s'y abriter. Je l'ai suivi de près avec Emma, toujours me tenant la main, Pete, Bill et Linda, juste derrière nous. La grotte n'était pas profonde, peut-être 30 pieds de l'entrée au mur du fond, mais elle était plus haute que je ne l'avais prévu une fois que nous avons dépassé l'entrée basse, s'ouvrant sur une chambre dont les dimensions étaient presque confortables, assez haute pour se tenir debout, assez large pour que nous puissions tous nous étendre. Le sol était relativement plat et sec, couvert d'une couche de terre molle et de feuilles décomposées, et dispersées dans cette grotte, arrangée presque soigneusement, presque révérencieusement, se trouvaient des affaires d'enfants. Un sac à dos rose avec une licorne imprimée dessus, le genre qu'une fillette de 8 ans pourrait porter à l'école. Le tissu était sale et taché d'eau mais intact. Un manuel de scout, ses pages gonflées par l'humidité mais encore reconnaissables, la couverture portant l'emblème distinctif des scouts. Un ours en peluche, marron et usé manquant un œil, le genre de compagnon adoré qu'un enfant pourrait emporter en camping pour se réconforter. Une paire de petites baskets, taille probablement 2 ou 3 d'après leur aspect minuscule, rouge vif, avec des lacets blancs. Une casquette de baseball avec un logo d'équipe de Ligue Junior brodé sur le devant. Une bouteille d'eau en plastique, à moitié pleine, recouverte d'autocollants. Un petit couteau suisse, un bracelet d'amitié fait de fils colorés, une bande dessinée, ses pages froissées et délavées. Plus d'objets, des douzaines, dispersés sur le sol de la grotte ou arrangés sur des étagères de pierre naturelle formées par les parois rocheuses irrégulières. Chaque objet appartenant clairement à des enfants, chaque objet une partie de la vie de quelqu'un, quelqu'un qui aurait dû le ramener chez lui mais ne l'avait pas fait. Mais ce qui a vraiment fait courir un frisson dans mon dos, ce qui m'a fait comprendre toute l'horreur de ce que nous regardions, c'est le mur de la grotte. Là, gravé dans la pierre molle avec quelque chose de pointu, peut-être un ongle ou un morceau de roche plus dur, se trouvaient des noms gravés de la main irrégulière et hésitante d'enfants. Jenny Patterson, Marcus Ducas, Emma Rodriguez, et 9 autres noms que j'ai reconnus instantanément. 9 noms qui me hantaient depuis des semaines, noms que j'avais répétés d'innombrables fois lors des réunions de recherche et des conférences de presse.
tous les enfants disparus, chacun d'eux. Oh mon Dieu, a murmuré Linda. Ils étaient tous là. Mais où sont-ils maintenant? A demandé Sarah, la voix tendue. Je me suis retourné vers l'entrée de la grotte où la créature se tenait toujours. Où sont les autres enfants? Lui ai-je demandé, sachant qu'il était absurde d'espérer une réponse, mais incapable de m'en empêcher. La réponse de la créature a été de se retourner et de s'enfoncer plus profondément dans la forêt, faisant à nouveau signe que nous suivions. Cette fois, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. La créature boitait légèrement, favorisant sa jambe gauche, et là, sur son épaule, je pouvais voir ce qui ressemblait à une vieille blessure, partiellement guérie, mais toujours visible à travers les poils. Nous avons continué pendant encore 20 minutes jusqu'à ce que nous entendions des voix devant nous, des voix d'enfants, et des voix d'adultes aussi, mais pas amicales, des voix en colère, autoritaires. La créature s'est arrêtée et s'est accroupie bas, nous faisant signe de faire de même. Nous avons rampé dans le sous-bois jusqu'à ce que nous puissions voir une clairière devant nous. Ce que j'ai vu là-bas a fait monter la rage en moi comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. Il y avait des enfants, au moins 8 que je pouvais voir, regroupés au centre d'un camp improvisé. Autour d'eux se tenaient 4 hommes, tous portant ce qui semblait être des vêtements de surplus militaires. L'un d'eux tenait un fusil. Un autre attachait une corde autour d'un arbre. Ce n'était pas une opération de sauvetage, c'était un camp de kidnapping. On prend la fille, ai-je entendu dire l'un des hommes. Laissez le reste ici jusqu'à ce que l'acheteur arrive demain. Des acheteurs, ils vendaient des enfants. La main de Pete était sur mon épaule, sa prise serrée. Il faut reculer, a-t-il murmuré. Appelez du renfort. Nous sommes en infériorité numérique et ils sont armés. Il avait raison, bien sûr. C'était le protocole. Mais il y avait des enfants là-bas, et nous avions déjà perdu des semaines. Avant que je puisse décider, la créature a pris la décision pour nous. Elle s'est levée, ne se cachant plus, et a émis un son que je ne peux décrire que comme un rugissement, mais plus profond, plus résonnant. Un son qui semblait vibrer à travers le sol lui-même. Les hommes dans la clairière se sont retournés, les armes levées. Les enfants ont crié. Et puis 3 autres formes massives ont émergé de la forêt autour de la clairière d'autres. Un groupe familial entier entourant le camp. Ce qui s'est passé ensuite s'est passé vite. Les hommes ont tiré, mais leurs balles semblaient avoir peu d'effet, soit manquant leur cible dans leur panique, soit touchant des zones non vitales. Les créatures n'ont pas attaqué avec violence. Au lieu de cela, elles se sont déplacées avec une précision coordonnée. L'une a arraché le fusil de la main d'un homme d'un revers de main qui a envoyé l'arme voler. Une autre a simplement attrapé un homme par sa veste et l'a projeté à 10 pieds contre un tronc d'arbre où il s'est effondré, inconscient. Le 3e homme a essayé de courir, mais a trouvé son chemin bloqué par une autre créature. En moins de 30 secondes, c'était fini. Les hommes étaient soit inconscients, désarmés, soit avaient fui dans la forêt. Les enfants, d'abord terrifiés, ont semblé réaliser que les créatures n'étaient pas là pour leur faire du mal. L'un d'eux, un garçon que j'ai reconnu comme Marcus Duca, a en fait couru vers l'une des créatures et a serré sa jambe. « Ils nous ont sauvés », m'a-t-il dit alors que nous entrions dans la clairière. Ils nous apportaient de la nourriture et nous gardaient en sécurité jusqu'à ce que quelqu'un puisse nous trouver. Au cours de l'heure suivante, alors que le renfort arrivait et que nous sécurisions le site et rassemblions les enfants, j'ai reconstitué ce qui s'était passé. Les hommes faisaient partie d'un réseau de kidnapping opérant dans tout le nord de la Californie, enlevant des enfants dans des zones reculées où il y avait peu de témoins. Mais les créatures Bigfoot avaient observé. Elles avaient secouru les enfants quand elles le pouvaient, les cachant, les protégeant, les gardant en vie dans cette grotte jusqu'à ce qu'elles puissent mener les sauveteurs à elles. La créature que j'avais rencontrée pour la première fois avait été blessée en essayant de protéger Emma d'un des ravisseurs. Les 12 enfants ont été retrouvés vivants. 4 hommes ont été arrêtés ce jour-là.
Et leur enquête a conduit au démantèlement d'un réseau criminel plus vaste. L'histoire officielle, soigneusement gérée par les autorités fédérales, ne mentionnait pas le Bigfoot pour le public. Un tuyau anonyme nous avait menés au camp. Mais je connaissais la vérité. Ces créatures, ces êtres que la science disait inexistants, avaient sauvé la vie de 12 enfants. Elles avaient fait preuve d'une intelligence, d'une compassion et d'un courage que la plupart des humains auraient du mal à égaler. Je suis retourné à cette grotte une semaine plus tard, seul, portant un sac de pommes et de jerky. Je l'ai laissé à l'entrée en guise de remerciement, me sentant idiot, mais ayant besoin de faire quelque chose. Le lendemain, je suis revenu et le sac avait disparu. À sa place se trouvait une pierre de rivière lisse, avec ce qui ressemblait à une empreinte de main pressée dedans. J'ai gardé cette pierre. Je la garde toujours, 30 ans plus tard, comme un rappel que le monde est plus étrange et plus merveilleux que nous aimons l'admettre, que les monstres dans les bois ne sont pas toujours ceux que nous craignons, et que parfois, la chose la plus humaine que l'on puisse rencontrer n'est pas humaine du tout. Ma femme. Margaret m'a demandé un jour si je croyais vraiment ce que j'avais vu. Je lui ai montré la pierre, lui ai parlé des enfants, de l'intelligence dans ses yeux. Elle m'a tenu la main et a dit que peut-être le monde avait besoin de quelques mystères. Peut-être qu'elle avait raison. Je n'ai plus jamais revu les créatures, bien que j'ai randonné dans ces forêts pendant des années après. Mais parfois, tôt le matin, quand le brouillard était épais et que les séquoias semblaient toucher le ciel, j'avais l'impression d'être observé. Pas de manière menaçante, pas dangereusement, mais de manière protectrice, comme si quelque chose était toujours là, veillant toujours sur ces bois et les gens qui y vivent. Les enfants disparus ont été retrouvés, chacun d'eux. Ils ont grandi, ont eu leur propre famille, ont continué leur vie. Mais aucun d'eux n'a jamais oublié ce qui les avait sauvés cet été-là. Et chaque août, certains d'entre eux reviennent dans le comté de Humboldt, randonnent dans ces forêts et laissent des cadeaux au pied de certains arbres, des pommes, la plupart du temps, parfois des baies ou de la viande séchée. Nous ne parlons jamais de pourquoi. Nous n'avons pas besoin, nous savons tous, parce qu'à l'été 1974, nous avons appris que les monstres ne vivent pas dans la forêt. C'est nous qui vivons. Et quelque part parmi les séquoias anciens, des gardiens marchent encore, silencieux et invisibles, veillant sur les bois qu'ils appellent leur foyer depuis plus longtemps que nous ne pouvons l'imaginer. Attendant, peut-être, le jour où nous prouverons enfin que nous sommes dignes de partager leur monde.